D'abord, je voudrais remercier M. Meunier de me faire l'honneur de m'inviter à parler dans ce lieu prestigieux. Et je vous remercie d'assister à cette conférence et je vous présente moi aussi mes meilleurs voeux. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle maintenant les traitements personnalisés des cancers et où nous en sommes et vous donner moi aussi quelques perspectives, pronostics et puis peut-être règles de prudence. 2500 ans après les philosophes grecs, les biologistes, en clonant le génome, ont démontré que tous les individus étaient uniques. C'est une notion qu'on pouvait déjà avoir par la philosophie, mais qui est maintenant montrée biologiquement. Tous les individus sont uniques, différents, n'ont jamais existé, n'existeront jamais de la même façon. Et c'est un message important. Et peut-être que les médecins devraient aussi découvrir que tous les malades sont uniques, ont une histoire particulière, ont une vie particulière, agissent différemment. Nous arrivons à un nouveau stade en cancérologie qui est tout à fait étonnant puisqu'on est en train de montrer que pratiquement toutes les tumeurs sont uniques également et que les anomalies moléculaires contenues dans une tumeur sont nombreuses, de 50 à 150 mutations dans une tumeur chez l'adulte et de 5 à 15 mutations dans une tumeur chez l'enfant, et que parmi ces 150 mutations, chaque tumeur a des mutations qui lui sont uniques et particulières. Non, peut-être pas toute la même importance, mais il est clair que chaque tumeur est unique, et donc l'idée que chaque tumeur devrait être traitée d'une façon particulière est en train d'émerger et se justifie. Comment fait-on, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait actuellement aux patientes? Eh bien, pour prendre une comparaison triviale, et je m'en excuse dans ce lieu et devant vous, on fait ce qu'on pourrait appeler de la confection taille unique. On est arrivé, à force d'essais randomisés, à force de protocoles de phase 3, à force d'études très longues, très, très bien menées, à trouver, disons, le moins mauvais protocole qui marche chez le plus de malades possible. Par exemple, dans les traitements adjuvants du cancer du sein, on check chez environ 50% des malades, on apporte un bénéfice en faisant systématiquement, après la chirurgie et la radiothérapie, on va faire une chimiothérapie systématique. Et on fait le même traitement, comme ces charmantes petites chinoises portent toutes la même robe, on fait ce traitement à chacune en sachant qu'on apportera un bénéfice à environ 50% d'entre elles. Mais on ne sait pas lesquelles, et donc on préfère faire le traitement à tout le monde. Vous voyez d'ailleurs que cette robe tombe plutôt bien sur la plupart de ces charmantes petites filles. Par contre, vous verrez que certaines d'entre elles ont clairement une robe trop large, et que ceci correspond aux malades qui sont déjà guéris et qu'on surtraite en leur faisant de la chimiothérapie inutile, en leur faisant des traitements inutiles, alors qu'elles n'ont pratiquement aucune chance de rechuter. Et je vous dis que ça représente à peu près 25% à un tiers des malades à qui, à l'heure actuelle, suivant tous les protocoles, on fait de la chimiothérapie, parce qu'on sait que ça remontera la courbe de survie globalement, mais on ne sait pas à quel malade on rend réellement service et quel malade pourrait échapper à cette chimiothérapie. Donc pour ne pas prendre de risques, on fait cette chimiothérapie à tout le monde. Puis vous verrez peut-être sur cette diapositive quelques jeunes filles sur lesquelles la robe est trop petite et trop étroite, et là clairement ces malades, malgré le traitement qu'elles vont recevoir, vont rechuter, vont mourir parce que le traitement est inadapté. Et c'est une situation qui est retrouvée dans pratiquement toutes les tumeurs humaines, où le meilleur des protocoles est trop lourd pour certaines malades qui auraient pu être guéries sans ce protocole lourd, et inefficace ou inadapté chez un certain nombre d'autres malades chez qui le traitement ne marchera pas et qui vont rechuter et mourir. Et comme nous sommes dans le pays de la haute couture, on pourrait essayer de rêver, peut-être non pas à la haute couture, mais disons à aller plus vers les traitements sur mesure, à des traitements qui soient réellement adaptés. Et dans ce qui s'appelle traitement personnalisé, je crois qu'il y a deux aspects, où la prise en charge va être réellement adaptée aux cancéreux, comme vous le disiez, à l'homme, la femme, à l'enfant qu'on a devant nous et qui est unique. Et puis, son traitement devrait être adapté à sa tumeur, et je vais vous en donner quelques exemples.
toute façon, il y a un problème majeur. On va parler du prix des nouveaux médicaments, et j'en reparlerai. Il faut quand même aussi parler des prix des anciens médicaments et du traitement actuel du cancer. M. Meunier, qui a fait confiance aux statistiques américaines, vous a dit que le cancer du poumon était en train de diminuer. Alors, il diminue aux États-Unis, où le prix du tabac a clairement diminué. Il y a quand même des statistiques en France, et en France, il ne diminue pas tellement. Et en particulier, il augmente énormément chez les femmes. Les jeunes filles sont peu sensibles aux messages de prévention. L'admission de tabac en France ne diminue pas tellement. Moi, quand j'étais externe, on m'appelait pour nous montrer un cancer du poumon chez la femme, qui était une maladie exceptionnelle. Actuellement, c'est devenu la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme. Ça a dépassé le cancer de l'ovaire et c'est en train de rattraper la mortalité par cancer du sein. Donc il y a une épidémie que nous vivons à l'heure actuelle de cancer du poumon chez la femme et un manque d'adaptation, disons, des messages de prévention qu'on veut faire auprès des jeunes filles. Il suffit de passer devant la porte d'un lycée de jeunes filles ce qui n'est peut-être pas dans les habitudes de chacun d'entre vous, mais qui est une expérience intéressante parce qu'elles fument toutes. Elles fument toutes et c'est un signe de reconnaissance. Est-ce qu'on a fait des progrès avec cette médecine classique, avec ces concertations pluridisciplinaires auxquelles je crois beaucoup, avec ces protocoles de phase 1, de phase 2, de phase 3 ? On pourrait dire que oui, on a fait des progrès, mais le cancer du poumon, une fois s'il est opéré, que c'est une petite tumeur qui peut être opérable, il peut être guéri. Lorsque ce n'est plus une tumeur opérable, ça reste une très mauvaise tumeur. C'est le premier tueur par cancer chez l'homme, 25 000 morts par an en France, et c'est en train de devenir le premier tueur, actuellement le deuxième, c'est en train de devenir le premier. Est-ce qu'on a fait des progrès dans ces tumeurs avancées, non opérables ou métastatiques en 40 ans de cancérologie? La réponse c'est oui, on a fait des progrès. On est passé de 4 mois en moyenne de survie dans les années 70 jusqu'à, à peu près aujourd'hui, 14 ou 16 mois. Je rappelle que dans la vie, c'est toujours moins bien que dans les essais thérapeutiques, et on peut dire qu'on est passé, disons, à un peu plus d'1 an de moyenne de survie dans les cancers du poumon avancés. Avec une façon de procéder qui vous montre comment on fait des essais thérapeutiques, où on essaye on a la combinaison A plus B, on essaye de voir si en agitant C c'est mieux, si en ajoutant D c'est mieux, si en ajoutant E c'est mieux, et donc tout se fait par addition de nouvelles drogues. Voici le Taxotere dont vient de vous parler M. Meunier. Et puis il y a d'autres produits qui se sont rajoutés, et on arrive maintenant à 12, 14, 16 mois de survie. Mais regardez, ceux-ci sont des euros, vous n'êtes pas peut-être familier avec ces billets-là, mais qui existent. Et ceci vous montre que le prix du traitement, lui, a été multiplié par 1000. Et nous arrivons à une situation, pour chaque cure de traitement. Et nous arrivons donc à une situation où un gouvernement, quel qu'il soit, nous demandera un jour est-ce que ces quelques mois de survie en plus valent ces millions dépensés pour eux. Et il n'y a pas d'argument pour penser qu'avec une nouvelle drogue, on fera beaucoup mieux. Et ceci laisse penser que la recherche anticancéreuse actuelle a atteint un plateau et que les limites de la chirurgie, les limites de la radiothérapie, les limites de la chimiothérapie sont atteintes actuellement. Alors c'est un message très triste, mais ceci survient à un moment où il y a un bouleversement. Alors ceci survient d'abord à un mauvais moment, qui est un moment de contrainte économique. Et tous les ministres de la Santé avec qui vous discutez vous posent une mauvaise question, qui est comment traiter globalement l'ensemble des cancéreux en 2020, à peu près de la même façon qu'aujourd'hui, puisque c'est pas trop mal aujourd'hui, essayons de faire au moins pareil, mais au moins que ça coûte moins cher. Alors ça laisse peu de possibilités, et en fait leur façon de raisonner c'est de dire eh bien la recherche c'est passionnant, c'est très intéressant, les nouveaux médicaments, tout ça c'est très bien, mais c'est une fatalité coûteuse, ça ne réussit pas à tout le monde, ça n'augmente la survie de quelques mois, donc il faut rendre de plus en plus difficile l'arrivée sur le marché de nouveaux produits, de nouvelles innovations thérapeutiques, et l'innovation est globalement une fatalité coûteuse qu'il faut contenir, voire rationner.
Alors ceci ne correspond plus à l'état de la science, et même sur le plan économique, la bonne façon de procéder serait de dire est-ce qu'on peut sous-diviser les cancers? Est-ce que la classification des cancers actuelle est adaptée à la réalité biologique que nous connaissons? Est-ce qu'on peut sous-diviser les cancers et, par des petites améliorations, par des guérisons de petits groupes de patients ayant des particularités génétiques particulières, diminuer les coûts globaux du cancer? Le slogan de la médecine personnalisée, c'est donner le bon traitement au bon malade. Je vous donnerai quelques exemples, mais avec des résultats encore bien modestes. Je crois qu'il faut dire que le corollaire, et qui sera peut-être mis en œuvre beaucoup plus tôt que le bon traitement au bon malade pour un grand nombre de malades, c'est ne pas donner de traitement inutile, toxique et coûteux aux mauvais malades, puisque je vous rappelle qu'actuellement, la façon de traiter les cancéreux, c'est quand une chimiothérapie ne marche pas, eh bien, on fait une chimiothérapie de seconde ligne, puis une chimiothérapie de troisième ligne, puis une chimiothérapie de quatrième ligne, à la fois pour le moral du médecin qui a l'impression de faire quelque chose et celui du malade qui a l'impression qu'on ne le laisse pas tomber, mais que ces chimiothérapies sont toxiques, sont coûteuses, ont de plus en plus de complications et sont de moins en moins efficaces. Et donc le système actuel, la façon de traiter les cancéreux au quotidien dans la pratique générale, est une pratique coûteuse et peu efficace pour laquelle il y aura peu de progrès qui sont faits. Si on avait des indicateurs de non-réponse ou de non-réponse à tel ou tel médicament, on pourrait aussi sélectionner d'une autre façon en évitant de donner les drogues qui n'ont aucune chance de marcher. Et probablement, c'est quelque chose qui deviendra une réalité dans les 3 ou 5 ans qui viennent. Les opportunités. Il y a des opportunités tout à fait importantes et qu'on peut résumer en 3 mots. Depuis 1980, par la découverte des oncogènes, puis par le séquençage du génome, la compréhension des mécanismes du cancer s'est fondamentalement éclairée. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tous les mécanismes, mais globalement, alors qu'il y avait des grandes théories sur ce qu'était le cancer dans les années 60 et 70, actuellement on connaît les causes du cancer, et les causes du cancer, elles sont génétiques, ce sont des anomalies génétiques successives dans les cellules, et l'ensemble des anomalies génétiques donne un clone qui a la capacité de proliférer indéfiniment, qui n'est plus soumis à la régulation de la télomérase, et qui a échappé au système immunitaire, et qui s'est créé sa propre vascularisation. Donc tout ceci est lié à une série d'anomalies génétiques au sein des cellules cancéreuses. Or, il y a des opportunités technologiques considérables. Les techniques de la génétique, de la biologie et de l'imagerie ont été totalement bouleversées et robotisées. Et j'y reviendrai en vous disant tout de suite que ça, c'est d'abord un progrès tout à fait important, mais que c'est aussi peut-être une source d'économie potentielle parce que ces techniques, leur prix est en train de s'effondrer et de s'écrouler, tant qu'elles restent des techniques sophistiquées et rares de laboratoire qui n'ont pas de réel impact dans le traitement des malades, elles resteront coûteuses. Dès qu'il y aura un marché et qu'elles seront la base de l'allocation de médicaments et la base de l'allocation des traitements et que plusieurs firmes se lanceront dans la compétition, leur prix va s'effondrer et que c'est probablement au niveau de l'allocation des traitements et des mécanismes de distribution des traitements qu'on pourra faire des économies grâce à ces technologies, en particulier grâce au séquençage à haut débit du génome. Et puis, il y a peut-être, pas des opportunités politiques, il y a sûrement au niveau de l'Europe une prise de conscience dans les programmes cadres des communautés européennes qui mettent un énorme accent sur la médecine personnalisée et sur les traitements génétiques et moléculaires du cancer. Et puis, il y a peut-être une opportunité française avec le plan cancer, mais j'en parlerai moins. Lorsque je parlais, il y a déjà un certain temps, de biologie cellulaire à mes étudiants, mon cours de plusieurs heures se limitait finalement à cette diapositive. Une cellule, c'est quelque chose qui est à peu près rond, où il y a une membrane autour, il y a un noyau au milieu, et puis tout autour, il y a un cytoplasme avec plein de choses dedans, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Actuellement, ça s'est complexifié. Et on arrive à l'idée qu'il y a des voies de signalisation multiples qui, à partir d'un récepteur de membrane, transmettent, en général par une cascade de phosphorylation, des signaux qui vont d'étape en étape de la membrane vers le noyau, et puis qui, au niveau du noyau, vont réguler des protéines qui, en général, sous forme de complexes, vont aller, comme les touches des doigts du pianiste, se poser à certains endroits précis du génome et activer ou inhiber l'action de certains gènes. Et on a
Encore une fois, on ne connaît pas tout, mais on a relativement éclairé tout ça. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est surtout en étudiant les cellules cancéreuses qu'on a trouvé les grandes étapes de ces voies. Et ce sont ces gènes qui sont les gènes porteurs de mutations ou porteurs d'anomalies ou amplifiés ou hyperexprimés ou perdus dans les cancers. Et heureusement, voilà, il y a quand même quelques voies privilégiées qu'on retrouve le plus souvent, mais encore une fois, quand je vous dis qu'il y a 150 mutations dans une cellule, certes, ces mutations-là sont probablement plus importantes, et on parle de mutations driver, de mutations qui sont absolument indispensables à la survie du clone malin et qui ont participé au mécanisme initial de la cancérogénèse, et on parle des autres comme de mutations aléatoires survenant à cause de la fragilité génétique des cellules cancéreuses, et on en parle que de mutations passenger. Je pense que c'est rapide, parce que ces mutations passenger peuvent avoir des effets tout à fait importants, d'abord sur la façon dont sont métabolisés les médicaments, sur les résistances au traitement et sur la façon dont ces cellules répondent ou ne répondent pas au système immunitaire. On parle dès maintenant, je me suis lancé dans une apologie des technologies. Ce que je voudrais vous montrer, ce n'est pas les noms des machines, mais c'est à quel point ces technologies évoluent, les technologies de... Je ne sais pas pourquoi on dit toujours next generation, puisque ces appareils sont là. Je voudrais vous montrer qu'en 6 mois, on est passé d'une machine qui, en 12 heures, était capable de séquencer entre 500 mégabases et 1 gigabase, et à une machine qui, en 2 heures, est capable de séquencer 1 gigabase et sur un nombre d'échantillons considérable. Donc en fait, ceci vous donne une idée de la puissance de ces technologies, mais vous donne aussi, sur le plan économique, une idée du nombre de malades, du nombre d'échantillons tumoraux qu'on peut traiter en même temps. Et ceci est un gain de temps, de coût absolument extraordinaire. Et c'est probablement l'erreur du plan cancer français, c'est de penser qu'il faut que ça se banalise et qu'il y en ait partout. C'est ridicule qu'il y en ait partout parce que personne ne saura les utiliser. Deuxièmement, personne ne sait interpréter un génome et il faut des bioinformaticiens capables de traduire ces résultats en langage compréhensible pour un médecin en disant ceci suggère que telle ou telle forme de traitement soit donnée. Et puis on n'en est même pas encore là parce qu'il faut qu'il existe des algorithmes qui, à travers ce qui s'est passé chez un grand nombre de malades, permettent justement de synthétiser dans les grandes bases de données tous ces traitements de façon à guider de façon intelligente les traitements qu'on donnera aux malades. Ça, c'est pour vous montrer ce que je vous avais déjà dit, c'est que tous les modèles économiques laissent penser que le coût de ces technologies, le prix de revient une fois l'achat de l'appareil, l'amortissement de cet appareil se fait extrêmement rapidement. Et actuellement, le séquençage d'un génome complet, c'est $1000 sur Internet. Ça va être probablement beaucoup moins. Et encore une fois, dès que il y aura une concurrence et dès que ceci débouchera sur des attitudes thérapeutiques précises, ce coût risque de s'effondrer et on peut penser que la médecine de demain sera aussi simple que ces téléphones portables ou la micro-informatique et que ce seront des technologies du même type qui donneront aux médecins en temps réel les indications pour traiter ces traitements, pour utiliser ces médicaments. D'autre part, pour faire ces essais dont je vais vous parler, ceci ne peut pas être fait n'importe où non plus. Ce n'est pas un plaidoyer pour les grands centres. Et je ne sais pas, vous y voyez de l'arrogance d'un ancien directeur de l'Institut Gustave Roussy, mais clairement, ce n'est pas dans les services conventionnels qu'on peut faire ce type d'essai à l'heure actuelle. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance de ces biopsies et de garder du matériel tumoral congelé de façon, si des nouveaux gènes sont trouvés, si des nouveaux médicaments sont produits, de pouvoir revenir à la tumeur pour être capable de faire bénéficier les malades dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent, des progrès des
des technologies et des médicaments. Et cette étape de la congélation doit être confiée à des professionnels. Il ne s'agit pas simplement de mettre au frigidaire. Et puis d'autre part, ça ne doit pas être réservé simplement aux gens qui sont traités dans quelques centres expérimentaux. Tous les malades de France, opérés dans des cliniques, opérés n'importe où, devraient avoir le droit et pourraient demander à avoir du matériel congelé. Et j'y reviendrai, ne pas le faire ne changera pas grand-chose à leur traitement actuel, mais peut, dans 2 ans, dans 5 ans, chez ceux qui rechuteront, leur enlever des chances considérables de bénéficier d'un nouveau médicament. Et il faut trouver des systèmes intégrant les soins et la clinique, non plus dans 2 bâtiments différents, mais vraiment au même lieu. Et il faut que ces gens se parlent et se comprennent et sachent ce que chacun attend de l'autre. Et c'est ce que j'ai essayé de réaliser à Villejuif. Alors, maintenant, je vais vous rentrer un peu dans les détails. Avant même le séquençage du génome, on savait que le cancer du sein, qui est un cancer connu, qui est le premier cancer chez la femme, eh bien, ce n'est pas une maladie. On classe actuellement uniquement sur l'expression. On peut dire, vous voyez que ces profils d'expression, le rouge, ce sont les gènes qui sont hyper exprimés dans ces tumeurs par rapport aux tissus normaux. Le vert, c'est ce qui est sous-exprimé par rapport aux tissus normaux. Vous voyez qu'il y a des profils différents ici, avec des choses activées, des choses inactivées. Et uniquement sur des schémas de ce type, on peut faire 4, 5, 6 catégories de cancer du sein. Et ceci n'est pas totalement anodin parce que vous voyez que avec 70 gènes simplement, les Hollandais ont montré qu'il y a 2 groupes. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de choses activées qui ne sont pas activées dans ces tumeurs-là, et que ceci a un intérêt puisque vous voyez que la survie des malades, tout traitement confondu, c'est que certains sont guéris de toute façon et sont vraiment de très très bons pronostics, et que d'autres sont de mauvais pronostics et ont de très fortes chances de rechuter. Alors ceci dit, ça ne dit pas encore comment les traiter, parce que ce sont des signatures de mauvais pronostics, ce sont des signatures d'agressivité de la tumeur, ce ne sont pas des signatures de sensibilité au traitement, de sensibilité à la chimiothérapie, ou de sensibilité à quelle drogue, mais enfin vous voyez qu'on arrive à un degré de sophistication, et ce message de dire le cancer du sein, ce n'est pas une maladie, c'est beaucoup de maladies, et ça va même encore plus loin, parce que vous voyez qu'on a tendance maintenant à faire des camemberts de plus en plus fins. Et actuellement, on pense que la catégorie la plus grave, c'est ce qu'on appelle actuellement les triples négatifs, dont je ne sais plus très bien où ils sont, qui doivent être par là, qui sont ceux qui n'ont ni récepteurs hormonaux, ni la molécule qui s'appelle HER2. Et ce sont ceux qui sont le plus mauvais pronostic dans cette courbe que je vous ai montrée. Et on ne sait d'ailleurs pas bien les traiter à l'heure actuelle par les médicaments classiques. Mais même cette catégorie est actuellement, alors je ne sais plus où elle est, parce que là, cette catégorie qui est quelque part ici, est déjà sous-divisée en 6 ou 7 sous-facteurs avec des nouvelles mutations. Et donc, même cette classification-là n'est pas une classification homogène, il faudra aller encore plus loin. Et il y a même des gens on rencontre dans toutes ces tumeurs des anomalies génétiques rares. Il y a beaucoup d'amplification d'HER2, du récepteur pour la FGF, il y a des mutations des PI3 kinases, il y a des mutations d'AKT, à Cambridge ont été séquencés 1000 cancers du sein, et ceci a été publié dans Nature il y a quelques années. Ces 1000 cancers du sein sont différents. Ils ont toutes des mutations. On retrouve des grandes mutations qu'on retrouve chez 5-10% des malades, certaines chez 20% des malades, mais on trouve des mutations qu'on ne trouve que chez un malade. Et alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire quelque chose, on n'en sait rien, mais ça nous donne une idée quand même de la diversité de ces tumeurs et du fait que quand on donne un traitement, il faut savoir exactement quelles sont les anomalies moléculaires présentées par une tumeur. Comment doit-on faire des essais thérapeutiques? Ça veut dire qu'il faut continuer à faire des essais thérapeutiques dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, dans le cancer du... Probablement non. Et il faut faire des essais thérapeutiques sur telle anomalie moléculaire, telle anomalie moléculaire, telle anomalie moléculaire, que ce soit dans le cancer du poumon, dans le cancer du pancréas, dans le cancer du sein, sans s'arrêter à cette barrière d'organes qui existe bien sûr, mais qui n'est pas
le fondement du problème de la thérapeutique, et essayer de faire des essais thérapeutiques avec de l'enrichissement moléculaire. Et c'est là que ces techniques de séquençage rapide vont devenir extrêmement importantes, puisque ce sont elles qui vont permettre de classifier les malades pour tenter de voir si chez eux tel médicament, tel médicament, tel médicament ou telle combinaison de médicaments aura un intérêt. Alors je vais vous parler de quelques aventures, dont certaines sont des grands succès. Je suis très heureux parce que ce n'est pas celle dont M. Meunier a parlé, nous n'étions pas concertés, pour vous montrer à la fois les excitations et le moment très passionnant que nous sommes en train de vivre. Mon regret d'être un vieux cancérologue et que c'est maintenant que ça devient intéressant. Mais en même temps, il reste un long chemin et vous verrez aussi les limites de cette approche. Il y a cette tumeur, je ne parlerai pas de la première, qui sont un anti-notch dans des tumeurs de la peau, qui sont des carcinomes basocellulaires de la peau. Avec ceci, ce n'est plus les courbes de survie habituelles que vous avez l'habitude de voir, c'est chaque malade. Vous voyez que pratiquement tous les malades répondent, certains complètement, mais sinon largement en partie, avec ce médicament. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Je vais vous parler plutôt de ces deux médicaments, qui sont le crizotinib dans certains cancers du poumon et le vemurafenib, inhibiteur de BRAF dans le mélanome. Alors, je vais commencer par vous parler du cancer du poumon, dont je vous ai dit que c'était une maladie extrêmement grave, que le traitement conventionnel était modérément actif et n'arrivait pas à obtenir beaucoup plus qu'un an et demi de survie. Une étude japonaise a montré que chez 3%, alors ça varie suivant que ce soit au Japon ou aux États-Unis, disons de 3 à 7%, mais un petit nombre en tout cas des malades avaient une translocation qui activait un oncogène qui s'appelait ALK. Alors ALK est un oncogène méconnu qui a été décrit dans certains sarcomes rares de l'enfant, et en tout cas qui n'intéressait absolument pas les laboratoires pharmaceutiques parce qu'on pensait que c'était très rare et qu'il n'y aurait pas de débouché d'un médicament anti-ALK. Or, ces Japonais trouvent que chez 2, 3 à 7%, alors c'est à 7% au Japon parce que c'est plus manifestement chez les Asiatiques, c'est plus dans les adénocarcinomes que dans ce qui s'appelle les squamous cell carcinomes, les épithéliomas squameux non à petites cellules. Et puis c'est chez les non-fumeuses, vous voyez qu'il y a de la malchance, comme vous l'avez dit, qu'elles ont plus de chances d'avoir ALK. Et Pfizer, la firme Pfizer lit cet article montrant qu'il y a une mutation dans 3% des cancers du poumon et ressort de ses tiroirs un médicament qu'il n'avait pas essayé de développer comme un anti-ALK, parce qu'il pensait que ALK n'aurait pas d'avenir thérapeutique, mais qu'il voulait développer comme un anti-MET. MET, c'est un autre oncogène qui est le récepteur de l'hépatocyte growth factor et qui est impliqué dans beaucoup de tumeurs. Mais ça s'était révélé un mauvais médicament, et ce n'était pas très actif comme anti-MET. Par contre, ils avaient, dans l'étude préclinique, ils avaient vu que c'était aussi un anti-ALK. Et donc, ils savaient quelque part dans leur laboratoire un anti-ALK, donc ils ont dit, mais écoutez, puisque c'est 3% du cancer du poumon, ce qui est beaucoup, vu la fréquence de la tumeur, c'est une tumeur très fréquente, donc en nombre de malades, ça peut être tout à fait intéressant. Ils ont fait, entre les États-Unis et le Japon, un essai tout à fait intéressant, voilà la translocation, qui active donc ALK, et ils avaient ce crizotinib, qui est une petite molécule comme celle que vous a décrite M. Meunier, qui va se mettre dans la poche à ATP, qui est un inhibiteur comme le Glivec, qui est un inhibiteur compétitif de l'ATP, dans la poche où est le récepteur de l'ATP sur ALK. Et ils ont fait un essai tout à fait intéressant parce qu'ils ont screené, donc ils ont recherché cette activation de ALK chez 3000 malades entre les États-Unis et le Japon pour trouver 80 malades chez qui il y avait effectivement, donc à peu près 3%, chez qui il y avait une activation de ALK. Et ils ont été traités par le crizotinib, et voilà les résultats. Il y a 4 malades qui ne répondent pas, donc qui n'ont pas de chance, et tout cela répond. Tout cela répond, c'est très rare de voir ça en cancérologie. De tous les malades qui répondent à un nouveau médicament, c'est des choses que
Moi, j'ai très rarement vu et jamais vu dans ma carrière. Donc tous les malades répondent et certains font des réponses complètes, dont certaines durent plusieurs années. Et donc c'est intéressant parce que ça vous laisse montrer que les essais thérapeutiques qu'il faut conduire maintenant sont des essais tout à fait différents que ce qu'on faisait autrefois et que cet enrichissement moléculaire, essayer de, ce qui ne peut pas être fait dans un seul centre, mais d'essayer de faire des réseaux de coopération dans le monde pour trouver des malades qui ont telle et telle mutation et les traiter par ce médicament, c'est actuellement comme ça qu'il faut procéder. Et je peux vous dire que c'est très difficile, parce que peu de malades ont accès à ces technologies, et parce que les coopérations nationales, ce n'est pas si facile que ça, parce que le fait que le laboratoire accepte de donner son médicament à Pékin et à Buenos Aires est très difficile, et donc c'est une forme de médecine tout à fait compliquée. Mais voilà un résultat tout à fait étonnant. Et c'est tout à fait encourageant, ça n'est pas parfait, parce qu'on s'aperçoit que même comme ça, au bout de quelques années, les malades rechutent. Et ils rechutent parce qu'ils font des nouvelles mutations, et ils font des nouvelles mutations qui rendent les malades résistants aux chrysotinies. Et il y a déjà, ce qui vous montre que ça va vite, il y a déjà 3 nouveaux inhibiteurs de ALK qui rattrapent des malades qui sont devenus résistants aux chrysotinimes, qui progressent et qui à nouveau se remettent en rémission parce qu'ils attaquent ALK à un niveau différent et empêchent à nouveau l'ATP de se fixer sur sa poche et d'être le donneur de phosphore de cette kinase. Donc voilà une histoire qui me paraît intéressante et profonde, mais qui ne vous dit pas qu'on a guéri ces 3% de malades. Au contraire, ils rechutent, ils font des nouvelles mutations et il faudra les retraiter. Et déjà, je vous dis une notion auquel je suis très attaché, je pense qu'il aurait fallu les traiter d'emblée par plusieurs médicaments et que l'avenir, ça sera des combinaisons de médicaments pour contourner, prévenir ces mutations. D'autre part, traiter 3% des malades, c'est idiot de faire l'essai comme ils l'ont fait en ne cherchant que cette mutation-là. Qu'est-ce qu'on fait des 97% d'autres à qui on dit ben non, vous n'avez pas le médicament, au revoir monsieur, au revoir madame. Il faut essayer que ces 97% puissent rentrer dans des catégories avec d'autres médicaments, ils ont d'autres mutations, et peut-être qu'eux peuvent rentrer dans d'autres types d'essais thérapeutiques, et c'est ce que nous essayons de faire actuellement à Villejuif. Je vais maintenant vous parler du mélanome. Le mélanome est, comme vous l'a dit M. Meunier, une tumeur à la mode, une tumeur dont l'intensité augmente, dont la fréquence augmente considérablement. C'est une tumeur rare qui est devenue maintenant la 8e cause de mortalité. Et dans tous les pays, alors peut-être sauf chez les belles chinoises qui veulent rester pâles, mais ailleurs, dans tous les pays, en particulier en France, l'incidence du mélanome augmente considérablement et ça devient un véritable problème de santé publique. Le mélanome, c'est une tumeur qui peut commencer sous forme d'un petit nodule noirâtre sur la peau. S'il est opéré à temps et surtout si l'exérèse est large et enlève bien toute la tumeur, il peut être guéri. Et on peut considérer que 50% des mélanomes, par chirurgie, peuvent être guéris. S'il y a déjà des cellules qui ont filé, en particulier dans les ganglions, qui drainent, et bien là, c'est affaire de chance, c'est 50-50. Soit les ganglions ont tout arrêté, en enlevant les ganglions, on guérit les malades, soit non, et d'autres cellules sont déjà parties ailleurs. En tout cas, quand il y a eu des métastases dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau, elles sont extraordinairement résistantes à tous les agents chimiothérapiques, radiothérapiques, et ça a été longtemps le désespoir de la cancérologie. Et je vais vous montrer comment ce désespoir de la cancérologie est en train de devenir un des moments les plus passionnants de la cancérologie. On s'est aperçu que 50% des mélanomes, alors et partout, en Australie, en Norvège, en Chine, en France, 50%, et là c'est pratiquement toujours 50%, ont une mutation d'un oncogène qui s'appelle BRAF et qui sera, vous allez le voir, sur la voie de signalisation de RAS. C'est RAS, RAF, MEK, ERK. Et il y a plusieurs types de RAF, c'est BRAF, et cette mutation est toujours la même. Et toujours la même dans le monde entier, c'est toujours une mutation qui porte sur le codon 600, et elle s'appelle la mutation V600E, et c'est toujours la même mutation qu'on trouve chez 50% des malades. Alors, quand ceci a été connu, beaucoup de gens ont utilisé les anti-BRAF
et ont eu des résultats très modestes et très médiocres, probablement parce que l'antibéraf ne ciblait pas la mutation. Ne ciblait pas la mutation et ciblait d'autres molécules. Un petit laboratoire suisse qui s'appelait Plexicon a, lui, inventé de très belle façon un médicament qui s'appelle le vemurafenib et qui va se loger exactement sur la protéine BRAF à l'endroit muté par cette mutation V600 et bloque exactement les acides aminés autour de cette mutation. Ceci a entraîné que le Plexicon n'existe plus et a été immédiatement racheté par Roche. Et le vemurafenib a donc été utilisé dans des essais multicentriques mondiaux de cancer du poumon. Et chez l'IGR, en particulier une femme qui s'appelle Caroline Robert, ont participé à ces premiers essais. Et on a vu ce qu'on n'avait jamais vu dans le mélanome, où encore une fois, pratiquement aucun malade ne répond à la chimiothérapie, mais on a vu des résultats extraordinaires, avec peu de malades ne répondant pas, mais la plupart des malades répondant même très vite, et je vous en donnais des preuves, et quelques rémissions complètes. Et quand on m'a montré des PET scans de ce type-là, avec... excusez-moi, vous m'accélérez mon temps. Quand on m'a montré un PET scan comme celui-là, avec disparition de métastases hépatiques, de métastases ganglionnaires, et nettoyage quasi complet en 15 jours sous ce traitement, j'ai pensé qu'au moins j'aurais assisté à un miracle intéressant et important dans ma vie, et j'étais extrêmement ému et content. Par contre, quand on regarde la survie sans récidive de ces malades, on voit que ces résultats ne sont pas si glorieux que ça, puisqu'effectivement tout le monde répond dans les premières semaines, mais très vite. Alors d'abord, on voit que la chimiothérapie, le produit de référence, c'est le DTIC, l'imidazole carboxamide. Je ne sais pas pourquoi c'est le produit de référence, c'est un des plus mauvais médicaments de la chimiothérapie. Et je ne sais pas pourquoi c'est la référence standard, parce qu'il est aussi mauvais que les autres, il ne donne rien. Et donc c'est la référence. Alors là, au moins, j'espère que cette courbe-là aura la peau du DTIC, qui en plus fait vomir, est un médicament très mal commode et qui, vous voyez, ne sert à rien, puisqu'aucun malade ne répond. Mais vous voyez ici que certains malades répondent, mais très vite commencent à rechuter. Et qu'en fait, au bout d'un an, pratiquement tous les malades ont rechuté. Et la survie, finalement, est améliorée, est meilleure que... Alors, cette courbe, c'est celle du DTIC, mais elle n'est pas très valable parce que une fois qu'ils ont rechuté au DTIC, ils reçoivent le vemurafenib. Mais sinon, ils meurent, la courbe de mortalité est comme ça. Donc, quand même, ils ont une survie allongée, mais ils continuent à mourir, et à 18 mois, la majorité des malades sont morts. Et quand on regarde ce qui se passe chez un malade, c'est tout à fait étonnant et intéressant. Excusez-moi pour les âmes sensibles. Regardez ce patient qui a le corps couvert de nodules de métastases de mélanome, de face et de dos. Au bout d'1 mois de traitement, tout a disparu. Tout a disparu, il est en rémission complète de façon indiscutable. À 3 mois, tout est revenu. Tout est revenu. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tout est revenu non pas dans un endroit particulier où serait survenue une mutation, mais tout est revenu dans toutes les localisations qu'il avait initialement. Comme quoi, alors ce qui se passe, c'est que bien entendu, il y a d'autres mutations qui rendent les cellules. Et ce qui se passe, c'est qu'il existait déjà au départ un clone résistant au vemurafenib qui a été sélectionné d'une façon darwinienne par le médicament, qui a éliminé les 99% des cellules qui ne portaient pas ces autres mutations, mais qui laisse le clone résistant reprendre la place de l'ensemble de ces cellules. Et ce qu'ont ces clones résistants, c'est d'autres mutations qui touchent d'autres voies de signalisation, RAF, MEK, ERK, etc. Alors on a déjà des médicaments pour certaines leucémies. En particulier, on a vu que beaucoup de ces malades ont des mutations, les résistances, là, quand on rebiopsie les métastases, ils ont des mutations de MEK. Et il y a déjà des médicaments anti-MEK qui donnent aussi des résultats tout à fait intéressants, comparables à ceux, et peut-être même meilleurs d'ailleurs, et durant un peu plus longtemps, comparables à ceux du vemurafenib. Et avec une courbe de survie qui est
plutôt pas mal. Mais le plus intéressant, alors d'abord c'est une chose particulière, c'est que ce qu'on n'avait pas vu avec le vuranfénib, ça passe dans le cerveau et qu'il y a des réponses complètes de métastases cérébrales, ce qui est tout à fait intéressant. Et bien entendu, l'idée, c'est d'essayer de dire qu'il faut contourner ces métastases et essayer de donner les deux médicaments en même temps. Et nous participons à un essai dans lequel les deux médicaments sont en même temps. Un point intéressant, c'est que ce n'est pas plus toxique que d'en donner un à chacun, et c'est très différent de la chimiothérapie où les toxicités ne s'additionnent pas. Il y a des toxicités, c'est moins dramatique que la chimiothérapie, ça ne fait pas d'aplasie, ça ne fait pas vomir, ça ne fait pas tomber les cheveux, mais ça donne des ennuis cutanés, ça donne un certain inconfort, une certaine fatigue, ça peut donner des choses assez particulières. Il faut une fine séméologie pour trouver les toxicités de ces médicaments, mais les combinaisons ne sont pas plus toxiques que le médicament donné tout seul. Alors je n'ai pas la courbe, je l'aime et je l'ai très bien rangée. Et la courbe de l'essai à 1 an, donc c'est très précoce, et montre que c'est mieux de donner les deux, mais que c'est quand même pas parfait. C'est pas 100% des malades. Là, à 1 an, 80% sont encore en rémission, mais ils rechutent. Et je ne sais pas, l'essai est trop précoce pour dire ce qui va se passer à 2 ans ou 3 ans. Je pense que ce qu'on fait, c'est retarder la rechute et resélectionner d'autres clones résistants à la fois à RAF et à MEK. Et donc l'histoire n'est pas finie, mais c'est quand même quelque chose de très passionnant. Et encore une fois, c'est des malades. Alors c'est un médicament qui coûte très cher. On peut discuter pour savoir si le donner à un mélanome, mais enfin, c'est une maladie tellement dramatique. Un gain de près d'1 an de vie dans cette maladie est quelque chose qui mérite d'être considéré. Puis surtout, c'est le premier pas vers une nouvelle conception du traitement, une nouvelle façon de traiter les malades. Il reste le problème des 50% qui n'ont pas la mutation. Et là, je voudrais vous dire à quel point c'est difficile. Donc, vous comprenez que je suis un grand avocat des combinaisons de traitement. Et je voudrais vous dire à quel point c'est difficile de faire ces combinaisons de traitement. Parce qu'en général, les médicaments dont on a besoin, qu'on aimerait associer, sont fabriqués par des compagnies différentes qui refusent absolument de combiner le traitement avec celui d'un voisin avant que leur médicament ait atteint l'AMM tout seul. Alors je pense que l'AMM tout seul, c'est peut-être une chose dont on pourrait discuter le 2 février, pour donner 6 mois de survie et que tous les malades rechutent, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. Et qu'on devrait inciter, j'ai quelques idées, les firmes à essayer d'enregistrer des combinaisons et les faciliter l'enregistrement, y compris, vous avez dit, monsieur, à très juste titre, que la vie des labos est une accumulation d'échecs. Je vais vous en donner un exemple en cancérologie. Sur 10 drogues qui rentrent en phase 1, une seule deviendra un médicament. Alors, est-ce que ça veut dire que les 9 qui ne deviendront pas des médicaments sont des mauvais médicaments? Non. Ça veut dire que la stratégie de la compagnie, qui a des ressources mais pas totalement illimitées, n'a l'argent que pour développer un de ces médicaments, dont on choisit le meilleur, le plus rentable. Mais le 2e, 3e, 4e, qui ne deviendra jamais un médicament tout seul, devrait pouvoir être réessayé dans des combinaisons. Et c'est aussi l'intérêt des compagnies, plutôt que de jeter à la poubelle des choses pour lesquelles ils ont déjà dépensé des millions de dollars en préclinique et en début de clinique, devraient utiliser ces combinaisons. Mais là, les deux voies les plus intéressantes en ce moment, les plus étudiées, c'est RAS, RAF, MEK, ERK, et c'est la voie mTOR, PTEN, AKT, la voie des PI3 kinases. Et tout le monde a envie d'inhiber ces deux voies en même temps. Et vous voyez qu'il y a un seul essai où AstraZeneca, qui a un anti-MEK, et Merck Sharp-Dohme, qui ont un anti-AKT, ont accepté de combiner ces médicaments. Mais c'est exceptionnel, c'est des négociations sans fin. En plus, c'est limité, bien entendu, à 1 ou 2 centres. Et c'est vraiment un des problèmes cruciaux pour le développement de ce type de pratique. Je voudrais aller plus vite, vous montrer très rapidement que c'est faisable en France, où on n'en est pas encore, où nous avons choisi de ne pas
c'est faire le séquençage complet, mais parce que d'abord on ne saurait pas l'interpréter, et puis mais de séquencer 150 gènes qui nous paraissent d'intérêt, et puis de séquencer toutes les parties où il y a des pertes d'hétérozygostie ou des gains d'hétérozygostie, les amplifications, sur la technique de CGH, qui est une technique mesurant globalement les différents segments des chromosomes. Donc les malades ayant un cancer du sein sont sélectionnés de cette façon-là, ont l'analyse de ces 150 gènes, et on a trouvé des anomalies moléculaires chez 50% de ces patients, uniquement, donc en ne traitant pas tout, y compris certaines assez fréquentes, les mutations de la PI3 kinase, l'amplification du FGF, et nous menons de front avec 18 autres centres des phases 1-2 en donnant à chacun la drogue qui convient à sa mutation. Et bon, ces résultats sont ceux qu'ils sont, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces malades ont eu, comme vous le voyez, ont déjà reçu de 1 à 5 lignes de chimiothérapie, de 1 à 7 lignes de chimiothérapie et 8 lignes de chimiothérapie, et ont déjà rechuté à un nombre de traitements. Ce sont vraiment des malades en bout de rouleau. Et pourtant, on a des réponses. On a des réponses en donnant le médicament qui correspond aux anomalies qu'on a trouvées. Vous voyez que 3 patients sur 5 avec ce médicament, 3 patients sur 6, 1 patient sur 2 avec celui-là, 1 patient ici. On a des réponses. Donc je crois que ces essais montrent premièrement que c'est faisable en pratique réelle aujourd'hui. Deuxièmement, que c'est comme ça qu'il faut essayer de tester les nouveaux médicaments, en ayant la carte d'identité la plus large et non plus en testant simplement la drogue. Donc on mène de front une dizaine d'études qui correspondent à ces différentes anomalies moléculaires. Et la courbe peut-être la plus intéressante, c'est celle-là. C'est la courbe qu'on a prévue pour... vous savez, quand on programme un essai, des grands statisticiens se réunissent, des grands experts, et fait une courbe de prévision des inclusions, qui est donc, les inclusions vont monter de 10 par mois. Et en général, tous les essais, alors là c'est l'expérience d'un grand cancérologue, d'un vieux cancérologue, de tous les essais, c'est toujours très en dessous. Inclure des malades, il y a toujours tout un tas de bonnes raisons. Donc, ici, en l'essai, voilà, c'est une vieille diapositive. Vous voyez qu'en 3 mois, il y avait déjà 247 malades qui étaient inclus, et l'essai qui était prévu pour 2 ans était terminé en 6 mois. Et donc, ça vous montre que les malades veulent être traités comme ça. Et je crois que c'est un point très important, et que les associations de malades, si elles comprennent, comme celle du sida, n'ont pas peut-être le même niveau de culture et d'implication dans leur maladie que ceux du sida, mais s'ils comprennent l'importance de ce type d'études et demandent à rentrer dans ce type d'études et surtout demandent les combinaisons, je crois que c'est le seul moyen de bouger la politique des laboratoires, les politiques des firmes. Ce n'est pas les firmes qui ont inventé les free thérapies, hein. C'était la demande des patients qui, plutôt que de recevoir un ou l'autre des médicaments actifs, ont voulu les recevoir tous, et c'est eux qui avaient raison. Donc j'espère que des phénomènes du même type se passeront. Alors, Monsieur Meunier a déjà parlé de la renaissance de l'immunothérapie par ses nouvelles activités, et je voudrais vraiment très vite ne pas redire ce qu'il a dit, mais dire que longtemps ce problème du système immunitaire et de l'immunothérapie a été un espoir, surtout à Villejuif d'ailleurs, de traitement des cancers, et que globalement 40 ans de déboires, de déceptions résument tous ces efforts, parce que les tumeurs qui justement passent à travers les mailles du filet de la défense immunitaire sont sélectionnées par de nouvelles mutations pour ça. Elles savent ne pas exprimer l'antigène de surface, elles savent ne pas exprimer les molécules HLA qui présenteraient cet antigène de surface, elles savent ne pas présenter de molécules d'adhésion puis d'activation qui les collerait aux cellules du système immunitaire. Donc elles ont tout un tas de stratégies pour échapper au système immunitaire. Mais on s'est aperçu qu'une des stratégies les plus intéressantes, et on a compris quelque chose, c'est qu'en fait, la réponse immunitaire elle-même est régulée par des checkpoints, par des molécules, et en particulier CTLA4 et une molécule qui s'appelle PD-1, et qui sont des points d'arrêt de la réponse immunitaire.
Et les cellules cancéreuses sont tellement malignes qu'elles savent développer des bloqueurs de ces checkpoints de la réponse immunitaire et qu'elles savent donc arrêter la réponse immunitaire par contact. Et les résultats peut-être les plus intéressants sont le fait qu'il existe maintenant des anticorps monoclonaux anti-PD-1 et anti-CTLA4 avec des résultats qui, pour l'anti-CTLA4, étaient assez décevants parce qu'il y avait peu de réponses, 10% de réponses, mais à la différence du vemurafenib, des réponses très durables, qui duraient 1 an, 2 ans, 3 ans. Je connais des malades qui sont toujours en rémission sous un anti-CTLA4. Et l'image la plus intéressante, c'est que là, quand chacun donc, a un niveau de réponse qui est plutôt décevant, mais quand on les associe, on arrive à 80% de réponse dans les mélanomes. Et ça, c'est un espoir très très grand de réintroduire en tout cas l'immunothérapie, d'autant qu'après tout, si on rend le système immunitaire actif, pourquoi ne pas stimuler ce système immunitaire par les procédés de vaccination antigénique, de cellules dendritiques, etc., qu'on avait essayé. On a l'impression qu'on est en train de comprendre les mécanismes qui bloquent, qui sidèrent, qui paralysent le système immunitaire. Et donc, on va vers l'idée des combinaisons. Je vais sauter rapidement sur ces diapositives-là pour vous dire que de toute façon, c'est de la multiplication de résultats de ce type et de la multiplication de biopsies avant et après des tumeurs qu'on commencera à comprendre les différences entre les malades qui répondent et les malades qui ne répondent pas, quelles sont les combinaisons de mutations qu'il faut traiter, comment les traiter, et que ceci se fera par des intégrations de données dans des modèles biomathématiques très complexes. On participe à un projet de cellules virtuelles qui collectera toutes ces données, et on espère, à travers des diagrammes de ce type, sortir des algorithmes de traitement permettant de prévoir, en fonction des anomalies moléculaires présentées par une tumeur, quelles sont les drogues qu'il faut donner, et aussi, j'y reviens, les drogues qu'il ne faut pas donner, qu'il ne servira à rien de donner. Et c'est certainement un sujet de travail fascinant pour les années qui viennent. Très rapidement, vous dire donc que je crois aux combinaisons de drogues, probablement au traitement séquentiel, c'est-à-dire je pense qu'il faudra donner ce traitement longtemps et probablement faire des changements de traitement. Et ceci correspond, je crois, à la transformation du cancer, non pas à la guérison du cancer, mais au passage du cancer comme une maladie chronique, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, qu'on traitera peut-être même à vie en donnant des traitements qui changeront, parce qu'il y aura des résistances, parce qu'il y aura des réveils de cellules souches tumorales quiescentes. Et je ne sais pas combien de temps il faudra les traiter, mais peut-être à vie, et ça pose le problème de toxicité à long terme de ces nouvelles drogues que personne ne connaît, parce que personne ne les a données assez longtemps pour les connaître. Le prix des médicaments, je vous ai parlé du coût des technologies qui va peut-être diminuer. Les modèles bioinformatiques et les algorithmes de traitement vont peut-être nous faire gagner beaucoup de temps et d'argent en donnant le bon traitement aux bons malades. Traiter 2% des malades, c'est moins cher que traiter 100% des malades avec des médicaments qui ne marchent pas. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Et puis surtout, il faut diminuer le coût des cancers aujourd'hui et arrêter les troisièmes lignes, les quatrièmes lignes, les cinquièmes lignes de traitement qui coûtent cher, qui rendent les malades très malades et qui globalement ne servent à rien. Ça, on en parlera peut-être le 2, aller vers des nouvelles règles d'enregistrement des médicaments anticancéreux plus rapides, plus efficaces, mieux ciblées, moins coûteuses, diminuer la durée des essais pré-AMM. Je crois que les grands essais de phase 3 n'ont plus d'intérêt à l'heure actuelle en cancérologie, alors que ça a été le pain béni des cancérologues. Faut-il dès aujourd'hui congeler le matériel de tous les cancers diagnostiqués dans le public et dans le privé pour faire bénéficier les 50% qui rechuteront de nouveaux médicaments dans l'avenir? Ma réponse est oui. Je crois qu'il faudra une loi sur cela et il faut probablement congeler toutes les rechutes et essayer de biopsier les métastases qui apparaissent. Et que c'est les malades qui vont l'obtenir, parce qu'ils comprendront que ne pas conserver le matériel tumoral ou ne pas faire pratiquer des tests génétiques et moléculaires peut les priver d'un médicament existant et aboutir à une perte de chance pour leur propre survie, qu'il y a des risques médico-légaux et que dans le sens de la jurisprudence, ils gagneront les procès qu'ils feront s'ils vont devant un tribunal dire que leur papa ou leur maman n'a pas pu bénéficier du crizotinib ou du vemurafenib. Et c'est un rôle nouveau pour les patients de malades. Actuellement, on vous dit, et c'est un peu le message de l'article dont M. Meunier a parlé, qu'on guérit 50% des cancers. Et l'avenir est dans la prévention, dans le dépistage précoce, dans
Et c'est de ça qu'on nous parle, et c'est très bien, c'est vrai, il ne faut pas fumer, tout ceci est très important. On fait des grands essais de phase 3, et c'est ça qui fait les plans nationaux des cancers. Je pense qu'il restera 30, et vous voyez que Fogelstein dit 60% des cancers qu'on ne guérira pas de cette façon-là. Et donc, il faut vraiment rechercher des nouvelles stratégies pour ces problèmes de cancer qu'on ne guérit pas à l'heure actuelle. Et je crois que c'est ça le rôle de ce qui s'appelle les Comprehensive Cancer Centers, et qui ne peuvent pas, d'ailleurs, ce n'est pas à la taille d'un Comprehensive Cancer Center, c'est sûrement un network européen, voire mondial de network cancer center qui pourrait faire ça. Et je voudrais finir simplement, pour le plaisir, excusez-moi, M. Wenger, par vous montrer cette diapositive. C'est quoi? Bravo. Alors, c'est donc du maître du cinéma suédois Ingmar Bergman. C'est le 7e saut qui représente un courageux chevalier qui rentre des croisades et qui, le long d'une plage, rencontre la mort. Et je pense que ça représente assez bien notre situation actuelle de cancérologue aujourd'hui. Et la mort veut l'emmener, lui est un peu réticent et s'intéresse beaucoup aux échecs, et il s'aperçoit en discutant avec la mort que la mort aussi aime bien les échecs. Et la mort lui propose de jouer aux échecs, mais la mort a des coups d'avance, la mort sait ce qu'il va faire. Et puis il réfléchit, et lui aussi comprend comment joue la mort, réussit à prolonger la partie, fait des coups que la mort n'a pas prévus. Et je pense que cette partie d'échec contre la mort, c'est exactement ce que sont en train de faire les cancérologues à l'heure actuelle. Alors, le 7e saut n'est pas un film à suspense, je vous conseille d'aller le voir, mais je vais quand même vous raconter la fin. À la fin, c'est la mort qui gagne. Mais, en trichant d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est toujours la mort qui gagne. Donc je crois que le but actuel, c'est vraiment de tout faire pour que la partie, comme dans le 7e saut, dure plus longtemps. Je vous remercie.